Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Avant de rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude, si vous pouvez prendre 2 petites secondes si vous êtes sur YouTube pour vous abonner à la chaîne et si vous êtes sur une plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast, si vous pouvez laisser une review de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour tous les futurs épisodes et pour tous les futurs projets. Maintenant que ça c'est dit, au sommaire du podcast du jour, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va revenir un petit peu en détail sur mon séjour à Marseille, un séjour extrêmement intense pour la première fois de ma vie dans cette ville. J'étais jamais à Marseille et il s'est passé pas mal de choses et j'ai également pas mal de petits conseils à vous donner par rapport à ce séjour, non pas sur la ville de Marseille directement, mais plutôt sur l'entraînement, etc. Ensuite, on va voir un petit peu les actualités du moment avec Base Athletics, ma marque de vêtements, et faire le parallèle avec la société, la marque de vêtements et les produits physiques, à quel point c'est une aventure extrêmement satisfaisante, mais en même temps complètement contrastée. C'est également quelque chose de très frustrant et d'extrêmement compliqué. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse pas mal, j'ai souvent des questions par rapport à ça, donc j'aimerais vous évoquer quelques points par rapport à tout ça. Ensuite, je vais vous dévoiler 2 nouvelles activités que je fais en ce moment dans mon quotidien, 2 choses que j'ai intégrées dans ma routine qui me font du bien, pas du tout en rapport avec le sport, plutôt en rapport, on va dire, avec l'apprentissage et le cerveau. Bref, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Et pour terminer, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez me poser toutes vos questions sur Instagram, sur le Instagram donc, du podcast, qui est le Basscast, que vous pouvez aller suivre dès maintenant. Et j'essaie de répondre en fin de chaque épisode à quelques-unes de vos questions. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Si vous êtes en train de faire votre footing, si vous êtes en train de faire le ménage, en train de faire une activité quelconque dans la voiture, dans les transports en commun, j'espère que tout se passe bien pour vous. Là, moi, je viens de rentrer ce matin là, d'un 12 km de run, 12 km en endurance fondamentale. Je me sens bien. Là, j'ai des grosses semaines. On est dans le dur de la prépa Aerox. J'ai mes plus gros volumes en termes de course à pied. On va y revenir aussi juste après. Et généralement, quand je dois juste courir, parfois j'ai 2 entraînements par jour. Donc le matin, généralement, je vais faire ma séance de muscu. Et en fin de journée, j'ai parfois un petit run de récup tranquille. Mais quand j'ai juste une séance de course à pied, généralement, en ce moment, je la faisais plutôt en fin de journée. Comme ça, je bossais bien toute la journée et je la gardais en fin de journée. Là, ce matin, je me suis dit, vas-y, essaye de boucler directement ton 12 km de bon matin. Comme ça, c'est fait. Et je vous avoue que ça faisait un petit moment que je n'étais pas sorti le matin. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait trop du bien. Faut juste se motiver, faut juste mettre le cerveau sur off et se dire, vas-y, je boucle ça parce que je sais qu'après, sur tout le reste de la matinée, toute l'après-midi et toute la soirée, j'ai plus à y penser. Là, je suis rentré vers les coups de 11h, 11h30. Le run m'a pris 1h05 et j'avais déjà mes 10 000 pas. J'avais ma séance, j'ai filé à la douche froide et en fait, tu valides tellement de choses dès le début de journée que tu te sens trop productif, tu te sens trop bien et surtout, tu n'as plus à y penser. Et tu as tout le reste de la journée pour faire ce que tu veux, pour bosser, pour... Bref, c'est trop stylé. Donc j'avoue que c'est dur parfois de se motiver de bon matin. Je parle pour ceux qui ont le choix de faire matin, midi ou soir de s'entraîner. Mais je vous avoue que les runs, ou même les séances en général, quand c'est bouclé, direct, là, de bon matin, qu'est-ce que ça fait du bien. Après, il y a un petit peu le dilemme parce que je sais que moi, je suis bien productif le matin au réveil. Je prends mon café, je me mets sur le bureau et je suis bien. Mais d'un autre côté, quand je m'entraîne le matin, il y a cette satisfaction qui est trop satisfaisante. Donc voilà, ça pour dire que j'ai fait un bon run de 12 km et pour ce podcast, je n'ai pas de café puisque là, il est 17h30 et passé 16h, généralement, je ne bois plus de café, potentiellement des décaféinés de temps en temps. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir de caféine dans le corps à partir de 16h. Idéalement même 15h, 15h30, mais généralement, je m'octroie un café jusqu'à 16h max. Et si tu écoutes ce podcast, je te conseille de faire de même. Parce que c'est un conseil au niveau de la productivité, au niveau du sommeil. La caféine, que tu la ressentes ou non, elle est dans ton organisme. La demi-vie du café, c'est 6 heures. C'est-à-dire que la demi-vie, c'est-à-dire qu'au bout de 6 heures, il te reste encore la moitié de la quantité de la caféine que tu as ingérée. Donc ça, c'est la demi-vie d'une substance, d'une molécule. Donc la demi-vie de la caféine, c'est 6 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 6 heures, tu as encore la moitié de la quantité de caféine que tu as ingérée. Et donc, au bout de 12 heures, la caféine s'est totalement dissipée. Donc, admettons, tu prends un café à 17 heures. Ça veut dire qu'à 23 heures, tu as encore la moitié de caféine dans ton corps.
T'imagines du coup si tu te prends des cafés à 19h, 20h, c'est-à-dire que littéralement, quand tu es en train de dormir, tu as encore de la caféine, donc une substance qui est censée te hyper, tu as encore cette substance dans ton corps alors que tu es censé dormir profondément. C'est pour ça qu'il est très conseillé d'éviter la caféine en fin de journée et notamment le soir. C'est pas une question de sur le moment même tu vas être excité, tu vas pas pouvoir t'endormir, c'est une question que la demi-vie se prolonge pendant 6 heures. Je vais juste vérifier là au moment où je vous parle que c'est bien 6 heures, parce que je vous avoue que mais normalement c'est 6 heures, non 4 heures, qui peut s'étendre de 2 à 8 heures. Ouais, donc la demi-vie de la caféine, c'est 4 à 6 heures, on va dire. Apparemment, ça dépend. Là ils disent la demi-vie de la caféine est de 2 à 12 heures, 4 à 6 heures en moyenne. Donc ouais, au bout de 4 heures et potentiellement 6 heures, tu as encore la moitié de la caféine dans ton corps. Donc évite de prendre du café après 16 heures. Voilà, c'était tout pour ça. Juste pour vous dire que je n'ai pas de café et que vous devez faire de même à partir de 16 heures. Donc séjour à Marseille, la semaine dernière j'étais à Marseille. Première fois de ma vie que je vais dans cette ville. Je devais y aller de base en décembre puisqu'il y avait le Hyrox Marseille. J'ai eu des imprévus personnels. D'ailleurs c'est quelque chose de très 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 important que vous saurez très bientôt sur YouTube, sur Instagram. C'est quand même une bonne grosse news et j'ai extrêmement hâte de vous en dire plus, de vous partager tout ça et de vous expliquer tout ça. Ça va être un truc incroyable. Donc j'ai pas pu y aller en décembre et là j'avais de nouveau l'occasion d'y aller et j'ai dû aller à Marseille pour pas mal de choses, notamment au niveau du boulot. J'avais pas mal de choses à tourner. J'avais également un training à faire, un tournage et je suis également allé soutenir mon ami Monsieur Eric pour une course qu'il avait. Donc en fait tout était lié, tout était au même endroit. Donc c'était parfait. C'était un séjour de 3 jours. Je suis parti au total avec full tournage. C'était extrêmement intense et je me suis pas du tout reposé. Là je vous avoue que je suis rentré. J'ai dû prendre un jour de repos complet qui m'a fait vraiment du bien parce que la semaine passée c'était ma plus grosse semaine en termes de volume de course à pied. On va y revenir après, je ne vais pas vous spoiler, mais tout ça pour vous dire que programme de Marseille, j'avais des tournages avec Monsieur Alan Kao, qui est le champion du monde 2024 de Hyrox, dans la catégorie d'âge 32-35 ans ou 32-36 ans. Bref, quelqu'un de très fort en Hyrox. Il a un PR à sub 1 heure en Hyrox Pro solo, donc c'est une perf monumentale, je ne sais pas si vous réalisez. Et donc l'idée c'était de faire une grosse séance training avec lui, une journée complète dans ses entraînements, avec une séance de course à pied le matin bien intense et une séance Hyrox l'après-midi extrêmement intense également. Ensuite, on a fait une grosse FAQ qui arrivera sur ma chaîne YouTube la semaine prochaine. La vidéo d'entraînement, elle sera disponible ce dimanche soir. Donc, on a fait 2 vidéos ensemble. Une vidéo full training avec plein de petits conseils. Et la deuxième vidéo donc, qui arrive la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube principale. Une grosse FAQ d'1 heure complète sur la progression en Hyrox, en course à pied, la diète, la récupération, le renforcement, absolument tout ce que vous devez savoir pour performer en Hyrox, mais également en renforcement et en course à pied, puisque bien évidemment, tout ça, c'est lié. Et franchement, je suis trop content d'avoir pu vous faire cette vidéo, parce qu'on a vraiment pris beaucoup des questions, de vos questions, c'est vous qui nous avez posé les questions sur mon Instagram et sur le sien, et on a fait en sorte de répondre à tout pour que cette vidéo, elle soit là, elle soit référencée, et que ce soit en quelque sorte le guide ultime de l'Hyrox en termes de théorie et de questions. Donc vous saurez tout, comment programmer vos semaines, comment combiner la course à pied, le renforcement, la diète, comment récupérer, comment s'entraîner sans matériel, les meilleurs exercices, etc. etc. Donc ça, c'était pour la première partie. Et l'autre partie, donc, c'était une journée d'entraînement. Il s'entraîne très souvent 2 fois par jour. Donc là, c'était le vendredi. On a dû faire une grosse séance de fractionné le matin, enchaîné donc avec une séance Hyrox l'après-midi. Je savais que ça allait être une journée très intense, mais je vous avoue que je ne pensais pas que ça allait être aussi intense que ça. Et c'est là que je me dis que tout ce qui est fractionné, que ça soit fractionné course à pied, fractionné vélo ou séance type Hyrox, en mode circuit training où tu enchaînes les exercices à haute intensité, je me dis c'est tellement dur mentalement et physiquement. Et souvent, je ne sais pas c'est quoi le pire entre la difficulté physique et la difficulté mentale, mais ça demande tellement de ressources, ça demande tellement d'énergie que je trouve que ça n'a tellement rien à voir avec les séances de musculation classiques. Et j'en viendrai pas à dire que la musculation c'est facile, j'avais déjà eu ce débat sur un podcast, mais en fait, ce qu'il y a c'est qu'en muscu, tu as toujours tes repos, tu es plus ou moins tranquille, tu peux aller faire une séance de muscu quand tu es fatigué. Je ne parle pas de faire des PR, je ne parle pas de faire
de la force très très lourde à 90% de notre max. Mais quel que soit le mood dans lequel tu es, tu peux toujours t'entraîner, tu peux toujours faire des exos, tu peux toujours aller sur ta poulie, sur ta machine et faire tes séries, tes répétitions proches de l'échec et ça va être efficace. Quand tu dois faire des grosses séances de course à pied, des gros circuits training ou des gros fractionnés sur le vélo ou en run, mais en fait, si tu n'es pas dans un bon mood ou que tu es fatigué, ça va être tellement dur physiquement et tellement dur mentalement parce que à chaque répétition, c'est si dur, c'est si intense, tu as envie de lâcher, mais tu peux ne pas lâcher parce que tu es capable de le faire. Et c'est là que tu as cette dualité de pouvoir toujours faire plus, mais en même temps, c'est tellement dur, tu es tellement dans le rouge, tu es tellement essoufflé que c'est fou. Et je trouve que ça remet tellement en question toute ton existence quand tu fais ce genre de séance. Et c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment ce genre de truc. Quand tu es sur le moment ou quand tu termines, tu te dis plus jamais je fais ça. En fait, à partir du moment où tu as un petit peu récupéré, que tu es le soir ou que tu es le lendemain, tu dis vas-y, maintenant il faut y retourner pour progresser. Et je trouve que c'est fou comme c'est le genre de choses, sur l'instant T, tu n'as plus jamais envie de faire ça, tu te demandes pourquoi tu le fais. Mais une fois que c'est terminé et que tu as un petit peu récupéré, tu te dis mais enfin encore, faut que je progresse, faut que je devienne meilleur. Eux, je les vois, ils le font, pourquoi moi je ne serais pas capable de faire ça? Et du moins moi, c'est comme ça que je pense. Et il y a des gens, ils pensent ça en mode quand ils se mettent des grosses mines en soirée ou quand ils se prennent des grosses cuites, c'est plus jamais de ma vie. Et au final, le week-end d'après, ils se retrouvent en boîte, en soirée et ils refont la même chose. Moi, c'est pareil sur des courses ou des prépas. Quand je suis sur l'instant T des séances, je me dis plus jamais de ma vie. Et au final, le lendemain et la semaine d'après, je me retrouve avec la même séance encore plus intense parce que le volume et l'intensité a augmenté. Donc, le training du matin, c'était un fractionné course à pied et pas n'importe lequel, c'était une séance en côte. Les côtes, c'est simplement les montées et en gros, il faut faire des sprints sur la montée et pendant la récupération, tu redescends. La particularité de cette séance côte, c'est qu'il appelle ça des Kenyan Hills. Donc, les côtes des Kenyans. Les Kenyans, ils sont réputés pour faire ce type de séance. Et a priori, la différence entre une séance côte classique et une séance de Kenyan Hills, donc côte Kenyan, c'est qu'ils ne prennent pas de repos sur la descente. C'est que tu vas sprinter sur la montée aussi vite que tu peux, donc aux alentours de 90%, 95% de ton effort max. Et plutôt que de marcher sur la descente, tu vas courir activement pendant la descente. Donc tu ne vas pas te reposer en marchant, tu vas rester actif pendant ton temps de récupération. Ça rend l'effort un petit peu plus compliqué parce que tu dois toujours rester plus ou moins en hyperventilation et tu dois essayer de récupérer autant que tu le peux en gardant un effort actif. Donc le cœur de la séance, on a fait juste un petit footing pour aller jusqu'aux côtes. Et là, on avait une belle montée à Marseille. D'ailleurs, petit aparté, je suis arrivé à Marseille, littéralement full pluie sur toute la journée. Vous verrez dans la vidéo. Donc la vidéo, vous ne voulez pas l'arrêter parce que les plans, ils sont absolument magnifiques. Elle sort dimanche soir. Il pleuvait. Mais c'est pas il pleuvait, il y avait un petit peu de pluie. C'est littéralement du matin jusqu'au soir. Il ne s'est pas arrêté de pleuvoir. J'étais trempé. En plus, j'avais une toute nouvelle paire de baskets. Ça va, là, elles sont encore propres, mais j'avais pas envie de les dégueulasser. J'avais juste, moi, un petit débardeur. En plus, c'était un prototype. C'est le nouveau débardeur basse performance qui arrivera, qui est magnifique. Et j'avais juste mon petit débardeur en short. J'étais trempé. Heureusement que je suis pas tombé malade. Mais moi, je pensais que j'allais arriver à Marseille, full soleil, bord de mer, etc. Rien du tout. Il faisait froid. Il y avait du vent. Et il y avait de la pluie toute la journée. Littéralement, à Tallinn, en Estonie, dans le nord de l'Europe, il faisait plus beau, il y avait full soleil, j'étais là à Marseille. Ma copine, elle m'envoie une photo, plein soleil, ciel bleu. Moi, je dis, tiens, je suis à Marseille et il y a full pluie. Enfin bref, ça a rendu la séance un petit peu plus épique, on va dire. Donc, la séance, cœur de la séance, c'était 10-15 minutes de footing pour aller jusqu'aux côtes. Et une fois qu'on avait fait ça, c'était en guise d'échauffement. On devait faire les côtes. C'était donc du 6 fois 5 minutes avec 3 minutes de pause entre chaque 6 fois. Donc 6 fois 5 minutes, c'est-à-dire qu'on devait faire 1 minute de côte en montée, 1 minute en descente. 1 minute en montée, 1 minute en descente. Et la troisième fois, on refait la minute en montant. Et là, on avait 3 minutes de repos et on faisait ça 6 fois. Pour un total, du coup, il y avait par intervalle de 6 fois 5 minutes, il y avait à chaque fois 3 côtes parce qu'on faisait 1 minute, on monte, 1 minute, on descend, 1 minute, on monte, 1 minute, on descend et la dernière minute, on remonte. Donc, il y avait 3 fois 1 minute de montée à faire 6 fois pour un total de 18 fois 1 minute, donc 18 minutes de côte.
La côte, elle était vraiment, vraiment pentue, franchement. Je ne sais pas à quel point, j'ai pas le pourcentage en tête, mais c'était vraiment physiquement dur en termes de souffle au niveau de mes poumons, au niveau des ischios, des quadriceps, des mollets, mais aussi en termes de mental, en plus avec le vent, avec la pluie. Mais ça fait du bien. C'était la première fois de ma vie que je faisais une séance de côte. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Limite, je me dis, s'il y avait une côte là à proximité, peut-être j'en ferai de temps en temps parce que c'est vraiment pas mal comme sensation. Et tu sens que ça travaille bien. Et là, l'idée, en fait, sur ces 6 fois 5 minutes, c'est comme dit, ce que Alan m'a dit, pourquoi il intègre des côtes dans ses entraînements, en plus des fractionnés classiques, c'est que pour lui, les côtes, ça a vraiment un avantage pour bosser le sled push. Donc le sled push dans le Hyrox, c'est le chariot que vous devez pousser, où ça va recruter énormément la chaîne postérieure, les fessiers, les ischios, les mollets. Et en fait, le fait de faire des côtes, ça va plus ou moins imiter ce mouvement et notamment l'effort de la fatigue. Parce que sur l'Hyrox, vous arrivez en courant au sled push et vous devez faire le sled push assez rapidement. Donc vous avez une grosse fatigue musculaire, mais aussi une grosse fatigue au niveau de votre BPM. Vous êtes dans le rouge, vous êtes essoufflé et c'est dur de pousser sled push en étant essoufflé. Et là, les côtes, c'est un petit peu ça qu'on recherche. C'est d'avoir un gros travail de la chaîne postérieure, parce que quand vous montez ischio, fessier, mollet, vous les sentez très bien bosser. Et en même temps, avoir une intensité très élevée, proche de notre max VMA, max BPM, pour vraiment essayer de courir le plus vite possible sur cette montée et garder donc une hyperventilation, puisque sur la descente, vous n'êtes pas en marche pour vous reposer, vous êtes en récupération active en essayant de garder une allure relativement élevée. Donc vraiment, là, je l'ai bien senti que l'épuisement, il était différent d'un fractionné classique. Je sentais vraiment, j'ai fait plusieurs Hyrox, et c'est vrai qu'à chaque fois sur le Hyrox, le sled push, moi, ça me tue, ça me fume. C'est mon point fort parce que je suis fort, mais au niveau du souffle, ça passe pas. Et là, sur les fractionnés en côte, je sentais que c'était un petit peu la même fatigue. Ça sent un petit peu au niveau des poumons. Après, comme dit, il faisait froid, donc il y a un petit peu de ça aussi. Mais vraiment, en fait, c'est juste pour vous dire que si vous préparez un Hyrox, n'hésitez pas à essayer d'inclure des séances de côte dans votre semaine. Ça peut être vraiment bénéfique, que ce soit de une pour la VMA, pour votre course à pied, pour progresser au niveau de votre endurance et de votre vitesse, mais aussi pour avoir des transferts sur le sled push, notamment pour vous habituer à cet effort. Donc nous, comme dit, on avait fait du 6 fois 5 minutes. C'était plutôt cool, c'était bien intense. Et l'idée là, c'était de chercher à aller le plus vite possible en faisant les plus gros pas possibles pour être bien explosif. Faut pas se pencher en avant et faire plein de petits pas pour monter la côte. Au contraire, il faut essayer de bien pousser dans les jambes, faire une extension complète au niveau de notre pied et chercher loin, tirer avec les bras pour essayer de faire les plus grosses enjambées possibles pour bien pousser avec la chaîne postérieure comme si on allait pousser un sled bien lourd. Donc, si vous voulez essayer ça, essayez bien de tirer avec les bras sur chacune de vos foulées, levez bien le genou, faites l'extension complète au niveau de votre cheville, au niveau de vos hanches et essayez de donner le maximum sur chacune des minutes de côte. Bien évidemment, vous pouvez aussi faire du 30-30, vous pouvez faire du 1 minute, et au lieu d'être actif sur la descente, vous pouvez marcher en vous reposant. Là, l'idée, c'est juste de faire des côtes. Voilà, ça c'était pour la première séance du matin qui était vraiment pas mal, franchement j'ai bien kiffé. Donc, c'est juste pour vous dire que si vous êtes sur une prépa Hyrox ou même sur une prépa Run, n'hésitez pas à essayer d'inclure les côtes. On oublie souvent ça et on oublie aussi parce qu'en termes de praticité, on n'a pas forcément toujours une côte à proximité de chez nous. Mais si vous avez cette occasion, n'hésitez pas à tester. Ensuite, on est allé manger, on a commandé un Pokéball, plus grosse arnaque de la vie. Les Pokés, j'ai l'impression que ça coûte tellement cher pour du riz. Ils te mettent un petit peu de saumon, un petit peu de poulet. Mais vraiment, j'ai découvert que les Pokéballs, autant c'est très bon, j'adore ça, avec du riz, de la guacamole, un peu de cream cheese et du saumon. Mais autant j'ai l'impression que le ratio quantité-prix, c'est dérisoire. Enfin bref, on a bien récupéré. Et ensuite, on a filmé la FAQ. Et la deuxième séance de la journée, c'était un circuit training type Hyrox. Et là, l'idée, c'est pendant 1 heure de tenir un rythme très élevé au niveau du rythme cardiaque. Donc, il faut être dans le rouge. Il faut essayer de tenir le plus possible dans le rouge pendant environ 1 heure. Et pendant 1 heure, vous enchaînez donc des exos. L'idée, c'est d'enchaîner des exos type Hyrox. Donc, ça va être du ski air, du rowing, des fentes, des burpees, des wall balls,
de la marche du fermier, le sled push, le sled pull, tous les exercices qui s'apparentent à l'aérox. L'idée, c'est de les enchaîner pendant 1 heure à intensité relativement élevée. Et ça, c'est une séance que vous devez faire si vous préparez un aérox. Chaque semaine, vous devez avoir au moins une fois dans votre semaine un circuit training type aérox avec des exos aérox que vous allez enchaîner pendant au moins 45 minutes, si ce n'est 1 heure, à intensité relativement élevée pour vous habituer à enchaîner les exercices, mais aussi pour vous habituer à maintenir un rythme cardiaque élevé, une intensité élevée, parce que le jour J de la course, je peux vous assurer que ça va envoyer du lourd, et si vous n'êtes pas habitué à rester dans des intensités élevées, à être dans le rouge, pendant une période longue, de 45 minutes, 1 heure, 1 heure 15, vous risquez de passer un sale moment le jour J de l'aérox si vous ne l'avez jamais fait. Donc ça, c'est une séance que vous devez faire au moins une fois par semaine si vous voulez préparer un aérox. Je vais vous dire la séance qu'on a fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Ce que je peux juste vous dire, c'est que c'était extrêmement dur. J'ai craché mes poumons, j'étais KO. Heureusement qu'il pleuvait dehors parce qu'à chaque fois, je sortais pour prendre de l'air frais. Et franchement, c'est là que le mental il rentre en jeu parce que tu peux toujours enchaîner, tu peux toujours continuer, mais c'est si dur. Ça fait mal partout. Tu as mal aux poumons, tu as mal au cœur. Tu transpires, tu as du mal à respirer, tu as mal aux jambes parce que tu enchaînes les burpees, tu enchaînes les fentes. Et d'un autre côté, c'est ça qui est bon, c'est ça qui te fait sentir vivant, c'est ça qui te fait sentir fort, qui te fait sentir progresser et creuser l'écart, faire la diff. Donc tu as besoin de ça, tu as besoin de cet inconfort pour savoir que derrière, tu as du plaisir. Savoir que derrière, tu es fort et savoir que derrière, tu progresses. Parce que si tu n'as pas d'inconfort, si tu n'as pas de souffrance, il n'y a pas de progression et il n'y a pas de plaisir. Après le mauvais temps, vient le beau temps. Après la souffrance, vient le plaisir. Et après l'inconfort, vient le confort. Ça, c'est un truc que j'ai découvert dans la vie. Donc, si tu veux progresser, si tu veux devenir meilleur, une meilleure version de toi-même, quels que soient les aspects, il faut faire face à l'inconnu et il faut faire face à l'inconfort. On y reviendra, je pense, dans un autre podcast parce que c'est quelque chose de très intéressant à aborder. Donc, la séance qu'on a fait, je vais vous le dire juste ici. Vous pouvez prendre un bout de papier si vous voulez la noter et essayer. Mais je vous assure qu'elle est longue, elle est dure et elle fait mal. Donc, il y avait 4 exercices. Exercice 1, 15 calories de ski ou de rowing. Il y a plusieurs tours, donc vous allez alterner. Une fois ski, une fois rowing. Une fois ski, une fois rowing. Donc, exercice 1, 15 calories de ski erg ou de rowing. Enchaîné avec 25 burpees. Enchaîné avec 30 fentes reverse. Donc, c'est les fentes où vous partez vers l'arrière à 30 kg. Oui, 30 kg, 30 fentes. Et 4e exercice, 20 thrusters avec un haltère de 15 kg par main. Et vous avez 1 minute 30 de récup. Donc ça, c'est pour le tour. Et vous faites le tour 8 fois. Je vous avoue, quand il m'a dit 8 tours, je dis mais attends, 8 tours, ça va être ultra long, c'est ultra dur parce qu'il y a 30 fentes. Donc si je fais 8 fois 30, c'est-à-dire qu'on va faire 240 fentes à 30 kg. En plus, il y a quelques jours avant, j'avais fait des fentes. Le matin même, on a fait du fractionné en côte. C'est-à-dire que moi, ma chaîne postérieure, elle était explosée. Et je vous assure que quand j'ai fait les 30 fentes là à 30 kg, j'avais tellement mal au cul le lendemain. J'avais des courbatures de fou, j'étais explosé. Et le lendemain, on va y revenir après, j'ai encore fait quelque chose d'abusé. Et vous comprendrez pourquoi j'ai dû prendre un jour de repos là en début de semaine. Parce que franchement, mon corps, il m'a dit, Baz, là, t'as abusé. Donc voilà pour le training, c'était 8 tours, 15 calories de ski erg / rowing, 25 burpees, 30 fentes reverse à 30 kg, 20 thrusters à 15 kg par main. Le thruster, pour ceux qui se demandent, qui m'écoutent là, c'est quand vous avez les haltères en position de développé haltère, développé militaire, vous descendez un petit peu en squat. Ah non, vous faites un squat complet et en vous redressant, vous poussez les haltères vers le haut, au-dessus de la tête, bras tendus. En gros, c'est un squat mélangé avec un développé militaire. Et je peux vous assurer que 15 kg par main, putain, c'est extrêmement lourd pour 20 répétitions. Ça t'allume. Donc l'idée, c'est de faire chaque tour en à peu près 7 minutes. Si vous avez un bon niveau, l'idée, c'est de viser 6 minutes. Moi, Alan, il m'a dit, essaye de viser 6 minutes. Et je suis super content de moi et super fier parce que j'ai pu tenir les 6 minutes littéralement sur les 8 tours. Donc si vous voulez essayer de faire cet enchaînement, essayez de viser 7 minutes par tour. Si vous avez un bon niveau, essayez de faire moins de 6 minutes par tour. Et si vous avez un très très bon niveau, essayez de faire moins de 5 minutes par tour. Et là, je vous avoue que du coup, sur les premiers tours, je me suis dit, c'est le début, je suis relativement frais. Il m'a dit, il faut que tu fasses moins de 7 minutes et si possible, fais 6 minutes.
Sachant qu'une minute, c'est quand même beaucoup ce genre d'exercice. Donc, je me suis dit, vas-y, sur les premiers, je vais essayer de faire 6 minutes, voir ce que ça donne. Premier tour, ça passe. Deuxième tour, ça passe, mais ça commence déjà à être dur. Troisième tour, ça passe. Là, je suis en sueur, je commence à remettre ma vie en question. Et là, je me dis, vas-y, il faut faire 8 tours au total. J'ai validé les 3 premiers en 6 minutes. Je fais le 4e en 6 minutes, je donne tout. Et au moins, je pourrais dire, ouais, mec, j'ai réussi à faire la moitié, c'est plutôt cool. Du coup, je fais le 4e, je le valide parce que je savais que c'était la moitié. Et là, c'est ton ego qui reprend le devant. Tu dis, vas-y, en fait, fais le 5e. Et une fois que tu as validé le 5e, tu te dis, mais il en reste que 3. Et en fait, c'est pour ça que c'était une purge du début à la fin, parce qu'à chaque fois, j'essayais de faire un petit peu plus. Et du coup, au total, au final, j'ai validé les 8 tours en 6 minutes ou moins. Et le dernier tour, j'ai mis 4 minutes 45. Et là, j'ai tout donné. Franchement, je suis pas le genre de mec qui vomit à l'entraînement. J'ai jamais vomi de ma vie à l'entraînement. Quelles que soient les séances, j'ai jamais vomi. Mais là, je vous avoue que j'étais pas bien à la fin. J'avais la tête qui tournait. J'étais KO. Ah, il me regarde, il me dit, ouais, film, il va vomir. Je dis, non, en gros, je vomis pas. Mais je vous avoue que c'était dur. Donc voilà pour la séance et pour la journée, c'était très intense. Double training, franchement, c'était cool. On a bien discuté, il m'a donné pas mal de conseils et surtout sur les vidéos, vous allez voir, on vous a donné beaucoup de conseils pour que vous puissiez progresser. Et je vous en donné un là aussi en live pour ce podcast pour vous aider. Le gros conseil qu'il m'a donné et que je retiens de ce week-end, c'est que si vous voulez progresser, que ce soit en cardio, en endurance, mais aussi, enfin du coup en course à pied, mais aussi et surtout sur vos Hyrox, bossez votre seuil, bossez vos fractionnés au seuil. On différencie 2 types de fractionnés en course à pied ou même fractionnés tout court, parce que tu peux faire du fractionné sur le vélo, tu peux faire du fractionné sur le ski erg, sur le rowing. Mais généralement, on différencie 2 types de fractionnés. On va avoir les fractionnés type VMA, qui sont un petit peu plus courts et un petit peu plus intenses. Donc on sera plutôt autour de 90-95% de notre VMA. Donc il y a plus d'intensité, mais les intervalles sont plus courts. Et on a les fractionnés au seuil qui sont un petit peu moins intenses. On est plutôt aux alentours de 85-90% de notre VMA. Donc l'intensité, on va un petit peu moins vite, elle est un petit peu moins forte, mais les intervalles sont plus longs. Un exemple de fractionné court, donc fractionné type VMA, ça va être par exemple des 10 x 400 mètres, 12 x 400 mètres, 10 x 500 mètres, etc. Des fractionnés type seuil, donc des fractionnés plus longs, ça va être par exemple des 5 x 5 minutes, 3 x 6 minutes, 4 x 6 minutes aussi, 8 x 4 minutes, 4 x 8 minutes. Vous voyez que les intervalles sont beaucoup plus longs. Donc, l'allure de votre seuil, généralement, elle se situe, comme j'ai dit, aux alentours de 85-90% de votre VMA. Et c'est une allure qui se situe entre votre 10 km et votre semi-marathon, plus ou moins. Et cette allure, du coup, elle correspond plus ou moins à l'allure que vous tenez sur un Hyrox. Ça, maintenant, ça se voit plus ou moins. Pour ceux qui se demandent comment je dois courir sur un Hyrox, quelle allure je peux tenir sur mon Hyrox, généralement, l'allure de votre Hyrox, c'est une allure qui va se situer entre votre 10 km et votre allure de semi-marathon. Bien évidemment, ça dépend de votre niveau, de votre expérience. Certains, leur allure elle va se rapprocher de leurs 10 km et d'autres, leur allure elle va se rapprocher de votre semi-marathon. Ça dépend aussi comment vous pouvez encaisser les stations, comment vous récupérez, comment vous subissez l'acide lactique, etc. etc. Donc voilà pour l'allure au seuil. Et cette allure, bossez donc vos fractionnés au seuil avec des séances spécifiques, donc type 5 x 5 minutes, 1 minute 30, 2 minutes 2 minutes 30 de repos à peu près. Donc 5 x 5 minutes, 3 x 6 minutes, 3 x 8 minutes, 3 x 10 minutes même. Ça va vous permettre d'améliorer votre capacité à maintenir une allure élevée pendant plus longtemps. Et ça va également vous permettre d'avoir une meilleure capacité à maintenir un effort intense plus longtemps. Et c'est exactement ce qu'on veut sur un Hyrox, c'est maintenir une intensité élevée plus longtemps. Et pour ça, il faut s'entraîner et il faut s'y habituer à l'entraînement grâce à des séances de type seuil. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des séances de type 10 x 400 mètres, 12 x 400, 8 x 600, etc. pour des Hyrox. Mais c'est peut-être plus judicieux, je ne suis pas un expert là-dessus, c'est peut-être plus judicieux de faire des 1 km, des 2 km, des 6 minutes, des 8 minutes pour bosser cette fameuse allure au seuil. Donc voilà pour ça, pour ce conseil. Après cette journée, le lendemain, full courbature, comme je vous ai dit, j'étais fatigué. Et
comme je dit au début de ce podcast, j'étais aussi à Marseille pour soutenir mon ami Eric qui a fait son premier ultramarathon. Et en fait, ce format d'ultra, c'est un format qui m'intéresse depuis très longtemps. Et c'est un format que j'aimerais faire très bientôt. Je vous avais dit qu'en 2025, j'aimerais et je ferais un 100 km minimum. Maintenant, des courses ultra, ça peut être sur route, donc full plat. Ça peut être des trails, ça peut être des 100 km, des 120 km, des 150 km, des 100 miles. Donc 100 miles, ça correspond à 160 km. Ça peut même être un 80 km avec du dénivelé, comme dit des trails. Donc il y a beaucoup de formats d'ultra et il y a énormément de courses. Et il y a un format qui s'appelle le Backyard Ultra. Je ne vais pas rentrer dans l'historique ici parce que je ne sais plus d'où ça vient ni quand ça a été créé. Mais en gros, le Backyard Ultra, c'est une boucle de 4 miles, donc une boucle de 6,7 km à peu près, que vous allez répéter toutes les heures. Donc la course commence, vous faites une boucle de 6,7 km que vous déterminez dans l'heure, et ensuite chaque départ se fait à chaque heure pleine. Donc si vous commencez à 8 heures, vous devez être sur la ligne de départ à 9 heures. Vous devez être sur la ligne de départ à 10 heures, à 11 heures, à 12 heures. Et généralement, ces courses, elles se terminent pas forcément. Elles se terminent lorsque il ne reste plus qu'une personne. C'est donc un last man standing. C'est-à-dire que tous les participants sont DNF. DNF dans les courses, ça veut dire did not finish. N'a pas terminé. Donc en gros, c'est que vous n'avez pas terminé la course. Si par exemple vous faites un Ironman et que vous abandonnez à la natation, ou vous abandonnez sur le vélo, ou avant de passer la ligne d'arrivée, vous êtes DNF. Did not finish. Et sur les backyard ultra, parfois il y a le format last man standing, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul vainqueur, il n'y a qu'une seule personne qui termine la course, c'est le dernier qui est debout à courir la boucle. Tous les autres participants, tous, sont des DNF, puisqu'ils n'ont pas fini la course, puisque la distance finale de la course, c'est celle que la dernière personne a faite. Et là, la course à Marseille, c'était donc ce format, un backyard ultra, sauf qu'ils ont mis, je crois, un total de 26 boucles ou 27 boucles, donc un total de 26 heures ou 27 heures. Et en fait, chaque heure, tu dois continuer. Et ce qu'il y a, c'est que 6,7 km en une heure, c'est pas forcément beaucoup. C'est une allure relativement lente. Mais donc, il faut être extrêmement stratégique parce que tu vas courir longtemps. Et ça veut dire que chaque fois que tu vas finir ta boucle, tu as du repos. 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes en fonction de la vitesse à laquelle tu as fait. Et pendant ce repos, tu dois t'hydrater, manger, récupérer et te préparer à faire la prochaine boucle. Et ça, je trouve que ce format, c'est potentiellement l'un des formats qui demande le plus de mental et le plus de guerre envers soi-même parce que tu peux toujours refaire une boucle de 6,7 km en une heure. Parce que comme j'ai dit, l'allure, elle est relativement lente. Donc la seule chose généralement qui va abandonner, si tu n'as pas de douleur particulière physique, la seule chose qui va abandonner, c'est ton mental. Parce que tu peux toujours repartir, tu peux toujours refaire une boucle. Mais c'est toi à un moment, tu vas te dire, j'ai fait 20 boucles, ça fait 20 heures que je cours, ça y est, j'arrête. Ça fait 24 heures, j'arrête. Ça fait 100 km que je cours, j'arrête. C'est toujours mental. C'est pas ton physique, sauf si bien évidemment tu as une blessure comme je l'ai dit avant. Mais dans la plupart du temps, c'est toi contre toi-même. Et ça, c'est une course qui m'attire énormément. J'ai découvert ça il y a un peu plus de 2 ans. Et après, j'avais vu Nick Baer, qui est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui en avait fait une. J'ai vu sa vidéo. Et ça m'a donné tellement envie parce que moi, je suis en quête de dépassement de soi, mais également de connaissance de soi-même. J'ai envie de connaître mon potentiel. Quelles sont mes limites? J'ai envie de me retrouver face à ce moment où je peux abandonner, mais je peux continuer. Mais pas en mode ouais, aujourd'hui je dois le faire et ou je dois pas le faire. Non, vraiment quand tu es à ce moment où tu as littéralement envie d'abandonner à 99%. Mais réussir à chercher ce 1% quelque part au fond de moi, ce 1% de motivation qui vient de moi-même, qui vient de ma communauté, qui vient de rendre fiers mes proches, qui vient de je ne sais pas où, trouver ce petit pourcentage qui va me permettre de refaire une boucle. C'est pour ça que ce format, il m'attire beaucoup, parce que j'ai envie de me connaître, j'ai envie de voir c'est quoi mon potentiel, j'ai envie de voir qui je suis dans ces moments difficiles, qu'est-ce que je peux faire. Et donc, c'est vraiment un format qui est sur ma bucket list. Je ne sais pas quand j'en ferai un, ni où, mais je sais que j'en ferai un parce que c'est beau, c'est une belle aventure. En plus, tu fais ça avec tes proches.
tu as des ravitaillements, il y a quand même un bel esprit d'équipe, il y a une bonne ambiance. Et donc, avoir soutenu Eric sur cette course, ça m'a permis de voir aussi un petit peu l'envers du décor, comment se passe cette course. Ça aurait pu me dégoûter ou me dire ouais en fait ça me tente pas trop. Bien au contraire, ça m'a juste confirmé que j'ai envie d'en faire une. Et le jour où je le ferai, ça sera beau et ouais, ça sera trop stylé. Donc ça sera pour un autre chapitre. Et ouais, j'ai prévu cette année de faire un 100 km, donc ça sera soit sur route, soit en trail, soit 100 km, soit plus que 100 km, soit un backyard ultra, soit juste une course ligne droite de 100 km. On verra. Mais entre-temps, il y a l'Arc Hyrox qui est venu s'inscrire. Donc d'abord, focus sur le Hyrox, Grand Palais à Paris qui arrive dans un petit peu moins d'un mois là. Putain, ça va approcher tellement vite. Mais voilà, tout ça, c'était pour l'Arc Backyard Ultra Marathon. Et ce qu'il y a, c'est que, je vous dis, j'étais fatigué de la veille parce que j'ai fait des grosses séances avec Alan, complètement KO. Mais je devais quand même valider mon volume de course à pied de la semaine. Vous savez que chaque semaine, en course à pied comme en muscu, il faut augmenter le volume, c'est-à-dire une surcharge progressive. Et généralement, on essaye d'augmenter de 10% chaque semaine. C'est-à-dire que semaine 1, si vous faites 30 km, la semaine d'après, on augmente de 10%, donc vous allez ajouter 3 km. Et ainsi de suite, à chaque fois, on essaye d'augmenter 10% par rapport à la semaine précédente. Et moi, pour cette semaine, je devais faire 50 km. Et le samedi matin, en me levant, j'étais à exactement 37 km. C'est-à-dire que je devais faire 13 km, tout simplement. Et j'avais la flemme. Franchement, j'avais la flemme. J'étais à Marseille, j'avais la journée. Je suis allé tourner le matin quelques contenus, encore une fois, avec Alan, c'était cool. Et je me suis dit, vas-y, il faut que j'aille courir. Est-ce que j'y vais cash en début d'après-midi? Est-ce que j'y vais plus tard? Après, je me suis dit, mais attends, si Eric, il fait ses boucles, peut-être je peux l'accompagner à côté de lui pendant une ou deux boucles. Et vu que c'est des boucles de 6,7 km, de une, lui, ça lui fera du bien au moral et au mental. Parce qu'il commence à 8h du mat. Donc le soir, s'il est encore en train de courir, il sera bien fatigué et mentalement, ça sera dur. Donc de une, je serai là pour le soutenir, pour l'encourager, ça lui fera du bien. Et de deux, c'est stylé, je peux visiter Marseille en courant. Et surtout que 2 boucles de 6,7 km, ça me fait les 13 km qui me manquaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au final, je l'ai accompagné sur 5 boucles pour un total de 32 km et 4 heures de run. Je vous ai filmé tout ça dans le dernier vlog qui est dispo sur ma chaîne. C'est la vidéo qui est sortie là. C'est le dernier vlog qui est en ligne là sur ma chaîne. Donc j'ai fait un total de 32 km pour 4 heures de run. Et ça m'a donné donc une semaine à 70 km. Voilà. Je pense que c'est honnêtement la plus grosse semaine de ma vie en termes de course à pied. Il y avait le Half Marathon des Sables quand j'avais fait les 120 km, mais c'était un petit peu de la marche aussi. Là, c'est la première fois de ma vie que je crois que je cours 70 km. J'ai eu un total de 5 runs et j'ai terminé la sortie longue. Au lieu de faire 13 km, j'ai fait 32 km. Donc au lieu de finir à 50 km, j'ai fini à 70 km. Plus le déplacement, plus les séances muscu et le circuit Hyrox. Je vous assure que le jour de repos, il était bien mérité. Mais ça me fait plaisir. Franchement, je suis super content d'avoir pu faire 5 boucles comme ça. Littéralement à 23h, minuit. J'étais explosé et j'ai couru à minuit. Première fois de ma vie, je crois que je cours à minuit. J'ai jamais couru aussi tard le soir, c'était cool. Je peux voir Marseille de nuit. C'est pas le meilleur décor Marseille de nuit niveau fréquentation. C'est pas fou, mais c'est cool. J'ai pu visiter de nuit, j'ai pu voir de jour aussi Marseille. Et surtout, j'ai pu faire une semaine à 70 km. Donc voilà, ça marque littéralement l'une des plus grosses semaines de ma vie qui n'était pas du tout prévue. Et c'est ce qui conclut, du coup, ce beau petit séjour à Marseille, des gros trainings très intenses, des belles vidéos qui arrivent sur ma chaîne et du coup la découverte en backstage de ce format ultra qui m'attire énormément et qui arrivera un jour ou l'autre sur ma chaîne YouTube. Mais comme dit, ça sera une autre histoire, une autre prépa, une autre aventure. Là, on est focus Hyrox. À l'heure d'une petite gorgée d'électrolyte et on passe à la deuxième partie de ce podcast, l'avancée et les actus de Base Athletics. Bon, du coup, parlons de Base Athletics, ma marque de vêtements, l'envers d'une marque de vêtements, ses points positifs et surtout toutes ces complications et toutes ces difficultés. Donc déjà, pour faire cette transition, j'aimerais vous faire un grand remerciement à tous ceux qui me soutiennent depuis toutes ces années, tous ceux qui commandent sur le site. Et j'en profite du coup rapidement pour vous dire que
Toutes les nouvelles collections, tous les accessoires et tous les drops sont dispo sur le site. Le lien est dans la bio. Il y a toute une gamme spécifique pour le running avec nos flasques de run de 25 centilitres qui sont l'une des meilleures flasques du marché. Franchement, en termes de visuel, elle est trop stylée. On a les casquettes de run qu'on a enfin restock, les débardeurs, les shorts avec l'été qui arrive. On n'a que des bons retours là-dessus. C'est ceux avec lesquels j'ai fait le marathon des salles, ceux avec lesquels j'ai fait toute ma prépa Ironman, tous mes Irox. Donc vous pouvez foncer les yeux fermés. Et on a notre best-seller du moment, le sac tactique avec tous les patchs, le drapeau de la France, les patchs Ironman, Finisher, Marathon, etc. Sac tactique en 2 coloris. Bref, c'est notre best-seller. Et à côté de ça, bien évidemment, on a tous nos t-shirts pour les entraînements. Et j'aimerais juste, comme dit, vous voir en ce moment faire les semi-marathons de Paris, faire des Ironman avec les trifonctions. Voilà, on a aussi les trifonctions. Et on a enfin rentré les trifonctions pour femmes. Full black, donc c'est exactement la même trifonction sauf qu'elle est adaptée pour la morphologie des femmes. Donc trifonction noir pour les femmes, noir homme et noir et blanc pour les hommes. On les a enfin mises en restock de la taille XS à double XL. Donc tous ceux qui préparent des triathlons, la trifonction elle est bangers. On a plein de personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent. On fait des Ironman avec notre trifonction, moi-même également. Et je suis trop content de voir tous vos retours, vous voir faire des courses. C'est une satisfaction que je n'aurais jamais imaginé et je pense que c'est un des meilleurs trucs et c'est un truc qui me passionne au jour le jour. Donc déjà, je voulais vous remercier par rapport à ça et si tu n'as pas encore testé la marque, je t'invite à aller te rendre sur la boutique, choisis un truc qui te convient. On a un SAV que je gère directement avec ma copine. On répond généralement sous 24 heures. On fait au mieux et on n'a jamais eu de déception par rapport à ça. Et si un article ne te convient pas, on te rembourse et tu peux le renvoyer sous 14 jours ouvrés ou 30 jours, je ne sais plus. Mais voilà, tu peux le renvoyer gratuitement, on te rembourse. Et comme je l'ai mis dans le dernier podcast, je vous le remets pour ce podcast. Vous avez le code BASSCAST15 qui te donne 15% sur absolument tout le site. BASSCAST15. Et donc merci pour ça. Donc comme je vous le disais, les actus Base Athletics, en ce moment, je viens de recevoir donc des tout nouveaux prototypes avec des nouveaux fournisseurs pour tout ce qui est gamme performance. Et honnêtement, j'étais choqué de la qualité. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que je pense que c'est comme dans différents business. Quand tu fais un truc et que tu es convaincu, tu dis c'est trop bien, c'est stylé, et tu restes dedans parce que tu dis c'est stylé. Et à un moment, tu te dis vas-y, je vais peut-être changer. Et lorsque tu changes et que tu reçois quelque chose, tu as l'impression que c'est encore plus stylé. Et tu te dis, putain, pourquoi je n'ai pas changé avant ? Et là, c'est exactement ce que j'ai vu. Non pas que la qualité d'avant n'était pas bonne, mais que j'ai trouvé de nouveaux matériaux que je n'avais jamais fait encore avant. Des nouveaux matériaux avec des nouvelles coupes pour des t-shirts et des shorts qui sont absolument bangers pour la performance, pour le running. C'est extrêmement doux. Les finitions, elles sont magnifiques en mode laser cut. Aucune irritation. Et franchement, j'ai trop hâte de développer ça. Et ça, donc, c'est la première satisfaction d'une marque de vêtements, d'un produit physique, c'est que tu peux tout développer de A à Z. Tu es maître exactement de la conception de A à Z. Que ce soit les couleurs, les matériaux, les étiquettes, les finitions, les différentes coutures, la taille de tour de bras. C'est littéralement moi avec mon maître qui mesure tout, qui fait les ajustements, qui choisit toutes les couleurs, qui teste les différents matériaux. Tu fais tes prototypes jusqu'à l'étiquette dans le col, l'étiquette de lavage. Bref, tout. Donc ça, c'est la satisfaction de te dire, j'ai créé un produit qui n'existe pas. Alors en fait, quand je fais un prototype, j'ai un truc stylé, ou pas, parce que parfois les prototypes, c'est des échecs, mais j'ai un produit qui n'existe pas, c'est-à-dire littéralement. Et ça, c'est une satisfaction qui est difficile à définir, mais quand, après ce prototype, tu arrives à valider une production, tu fais la production, tu le lances sur le site, et que je vous vois littéralement me taguer en story, ou que je vois des photos, ou que je vous vois en vrai, sur des Irox, sur des marathons, sur des 10 km, sur des Ironman, quand je vous vois avec les produits, je me dis mais ça c'est moi qui l'ai créé de A à Z. C'est pas un programme, c'est pas une formation, c'est pas un coaching, c'est un produit physique que vous avez décidé de porter pour me soutenir, pour soutenir la valeur de la marque, tout simplement parce que vous kiffez la matière, vous kiffez le produit. Et ça, je peux vous assurer que c'est trop satisfaisant à voir et c'est vraiment ce qui me pousse à continuer là-dedans malgré toutes les difficultés auxquelles on va revenir juste après. Donc ça, c'est pour vous dire que première actu, des gros prototypes qui arrivent, shorts, t-shirts, débardeurs de run, nouvelles couleurs de casquettes, plein de belles choses
Et je suis trop content parce qu'on a bien commencé l'année. Là, il y a un bon mood. Il y a plein de choses que j'ai mis en place. J'ai embauché une nouvelle personne pour s'occuper des marges, nous aider à mieux traquer un petit peu les coûts des fournisseurs, les coûts tout ce qui est marge. Et bref, je suis trop content. J'ai hâte de voir l'évolution. Et surtout, la deuxième actu primordiale pour le faible pourcentage de femmes qui me suivent et qui écoutent ce podcast, la collection femmes est terminée. La production est officiellement terminée. On attend juste que ça soit envoyé dans nos entrepôts. Et il y a enfin le premier drop femme qui arrive normalement, donc soit fin avril, soit courant mai. Leggings, shorts, brassières, crop top et un sweatshirt. Absolument banger. Je vous assure, c'est la première fois qu'on sort une vraie gamme femme avec brassières, leggings, etc. Je suis bien entouré avec ma copine, avec les différents freelances avec qui je bosse et les différents athlètes que je connais. Tout a été validé. Elles m'ont toutes dit que ça fait un cul de fou, que la matière est folle. Et franchement, ça me fait trop plaisir de pouvoir enfin développer cette gamme femme. Parce que tous les mecs, là, vous m'écoutez, je sais que vous avez des copines, des femmes. Je sais qu'il y en a qui en ont pas, mais pour ceux qui en ont, vous pourrez enfin vous entraîner ensemble avec la gamme base Athletics Basse Performance. Et ça, putain, je suis trop content. C'était tellement long, tellement dur. Et c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps passé. Et ouais, franchement, donc ça, c'était pour les deux actus principales qui sont des grosses satisfactions et des grosses fiertés. Mais à côté de ça, le contraste d'une marque de vêtements, et là, je pense que c'est plus cette partie qui va vous intéresser parce que j'ai souvent des questions où vous me demandez de montrer un petit peu plus l'envers de la marque, l'envers du décor. Mais parfois, je ne sais pas trop quel sujet aborder parce que je suis plus de base sur YouTube, etc. Je suis quand même une chaîne plus sport et c'est dur de mélanger le business et... Donc bref, donc là, je vais vous en parler un petit peu. Ce qui est extrêmement difficile. Je vais vous lister rapidement déjà les difficultés que j'ai notées d'une marque de vêtements. Il y en a plein, la liste est non exhaustive, mais pour là, c'est les principales auxquelles je suis confronté actuellement. La difficulté d'un produit physique et plus particulièrement d'une marque de vêtements. En numéro 1, c'est un marché extrêmement concurrentiel. Voilà, littéralement, je n'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi. Les vêtements, en termes de concurrence, c'est une catastrophe parce que littéralement, moi je suis là, j'essaie de faire une gamme performance, une gamme de running, etc. Mais face à moi, vous imaginez combien de marques de vêtements existent, sans parler des plus gros, Nike, Adidas, Gymshark, vous les connaissez tous. Il y a encore tous les autres plus petites, toutes les autres marques de créateurs de contenu bien plus connues que moi, qui ont des contacts bien plus gros que moi, qui ont des investissements et des investisseurs bien plus gros que moi. Moi, je suis littéralement tout seul depuis 2015. Pas d'investissement, tout solo de A à Z, de la conception aux envois avec mes parents dans ma chambre. C'est fou. L'évolution est folle également, mais c'est juste pour dire que voilà, numéro 1, concurrence énorme. C'est un marché extrêmement concurrentiel. Numéro 2, c'est très difficile d'avoir des bonnes marges avec tous les coûts annexes. Les coûts de livraison, les coûts de douane, les coûts de la matière première, parce que c'est cher les vêtements. Il ne faut pas croire que tu achètes un t-shirt en Chine à 2 € et que tu le revends 40 €. Donc très très cher. Ensuite, il y a les coûts de l'entrepôt dans lesquels il faut stocker. Il y a les coûts d'envoi. Un t-shirt, ça coûte peut-être 7 €, 7,50 € à envoyer. Vous imaginez comme c'est cher ? Littéralement, le prix qu'on met sur la livraison sur notre site, c'est moins cher que le coût d'envoi pour nous quand c'est à domicile. Ensuite, il y a également le coût de tous les retours. Il y a les 20% de TVA. Il y a les coûts des salaires et des freelances, les shootings photos. Bref, il y a énormément de coûts annexes qui font que les marges, elles deviennent extrêmement petites parce que tu ne peux pas mettre un pull à 200 balles. Voilà, si tu n'es pas une gamme de luxe, etc. Et ce n'est pas non plus ce que je veux. Donc, les marges sont très difficiles. Ensuite, autre difficulté, c'est très dur de commander le bon stock. Les bonnes quantités. Parce que parfois, t'en as un, ça sold out direct. Tu dis pourquoi j'en ai pas fait plus. La fois d'après, t'en fais plus. Ça sold out pas du tout. Mais c'est un autre qui a sold out alors que tu t'y attendais pas du tout. Et donc, c'est dur de prévoir le bon stock. Ensuite, par rapport au stock aussi, il y a aussi avoir la bonne répartition des tailles. Il ne faut pas oublier qu'il y a S, M, L, XL. Généralement, il y a quand même, je vous le dis, il y a toujours beaucoup plus de M. Si tu veux te lancer, si tu as une marque de vêtements que tu souhaites te lancer, ne commande jamais autant de S que de M, que de L, que de XL. En termes
Pour prendre les hauts, on va dire, donc t-shirt et hoodie, je dirais qu'il faut faire beaucoup plus de M. Ensuite les L, ensuite les S et les XL. Moi, c'est ce que je vois. C'est qu'en numéro 1, il y a beaucoup plus de M. Ensuite, il y a plus de L. Ensuite, c'est les S. Et pour finir, c'est les tailles XL. Si tu te lances, je te déconseille fortement de faire du XS et du double XL parce que c'est du stock qui va traîner. Il y a très peu de demandes là-dessus. Et même si tu reçois un ou deux messages d'une personne qui te dit à quand le XS ou à quand le double XL, tu auras l'impression que c'est une grosse demande. Mais je t'assure que ça ne part pas du tout si tu n'as pas un énorme volume. Donc, M en priorité, L, S, XL. Et M, fais-moi confiance, tu peux en faire beaucoup plus. Donc ça aussi, c'est dur d'avoir les bonnes tailles. Et ça m'est déjà arrivé de faire plus de M. Et les L, ils ont sold out direct. Mais que sur une couleur. Et l'autre couleur, les S, ils ont sold out, mais pas les L. Et je dis, attends, c'est-à-dire que le noir, les personnes plus fines préfèrent le noir que le beige. À l'inverse, les personnes plus corpulentes ou plus musclées préfèrent le noir que le beige. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu le S en sold out d'une couleur et le L d'une autre couleur. Donc bref, très dur d'avoir les bonnes tailles. Et aussi, ce qui est compliqué, c'est de trouver les bons coloris, et de prévoir en avance toutes les collections parce que généralement, il y a au moins 30 jours de production, au moins 30 jours de livraison, plus le dédouanement, la mise en stock, le teasing, faire les produits, le shooting photo. Donc voilà, il y a énormément de difficultés. Et je peux vous assurer que moi, j'en apprends chaque jour, tous les jours. Là, comme dit, on vient d'embaucher quelqu'un pour gérer tout ce qui va être marge, nous aider à mieux gérer les coûts, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, la priorité des produits à recommander, les produits à ne pas recommander parce qu'on est littéralement perdant dessus. Ça m'est arrivé, il y a des produits que j'ai commandés, j'ai perdu de l'argent. Voilà, ils ne sont plus sur le site, je ne peux même pas les remettre parce que je n'ai pas de photo avec, et du coup c'est un stock qui dort, je ne sais pas quoi en faire, et c'est très compliqué. Ensuite, à côté de ça, comme dit, tu veux commander une nouvelle collection parce que le produit il est trop stylé, mais il y a aussi un nouvel accessoire que tu aimerais commander. Mais tu ne peux pas commander les deux parce que tu n'as pas assez de trésorerie, tu n'as pas d'investisseur, tu es solo, tu te dis qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais un all-in et on voit si ça se vend ou pas ? Ou est-ce que je fais juste un peu de celui-là, mais si tu en fais juste un peu, tes coûts ils sont plus chers parce que plus la production est grosse, plus les fournisseurs baissent les prix. Donc voilà, c'est toujours très compliqué. Et c'est toujours très compliqué, tout simplement. C'est pas du tout un long fleuve tranquille. Il y a énormément de galères, énormément de difficultés. Je pense que c'est littéralement un des trucs les plus durs que j'ai fait dans ma vie et que je fais au quotidien. C'est gérer cette marque Base Athletics. C'est ma plus grosse fierté. Honnêtement, je suis très loin de mes ambitions. Je suis très loin de ce que j'ai envie de faire. Je suis très loin du million de chiffre d'affaires avec la marque. Mais j'y crois. Je suis là pour le long terme. Je sais que c'est pas du jour au lendemain. Là, ça va faire 4-5 ans, 4 ans, un peu plus de 4 ans que j'ai cette marque. Je donne tout, tous les jours. Elle évolue chaque année. Là, je sais que cette année 2025, elle va encore évoluer. On a une belle gamme performance. On a la gamme femme qui arrive. J'ai recruté des personnes. On fait beaucoup plus de contenu. Je suis en train de recruter des athlètes. Et voilà. D'ailleurs, je jette une petite bouteille à la mer. Et enfin, 2 choses à préciser. Si tu écoutes ce podcast, toutes les personnes qui me contactent ou qui contactent la marque directement par mail ou par DM, peu importe, pour devenir athlète de la marque, si vous n'avez pas un niveau professionnel, élite, national, international, si vous n'êtes pas un sportif de haut niveau, et en plus que vous ne faites pas de contenu, et surtout en fait si vous ne faites pas de contenu, que vous n'avez pas d'abonnés, un compte privé et pas de publication, mais en fait, vous ne pouvez pas prétendre devenir athlète ou vous faire sponsoriser par une marque. Et là, je parle pour vous donner des conseils. Parce que je suis moi-même athlète sponsorisé et j'ai moi-même une marque de vêtements. Donc, je sais exactement comment ça fonctionne. Je pense que je ferai même un podcast à part entière là-dessus, sur comment devenir sponsorisé, comment trouver un sponsor, etc. Et quelles sont les bonnes choses à faire ou à ne pas faire. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en fait, si vous ne faites pas de contenu, en fait, vous ne pouvez pas prétendre être sponsorisé par une marque si vous n'êtes pas un niveau élite. Parce qu'à la limite, les niveaux élites ou internationaux, ils sont dans les grosses compétitions internationales, etc. Et ils ont des gros résultats. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de faire du contenu. Mais si vous n'avez pas un niveau élite, et en fait, si vous ne faites pas de contenu, qu'est-ce que vous avez à apporter à la marque ?
à part la montrer à vos potes. Il faut bien vous mettre ça en tête, c'est que si une marque va vous sponsoriser, et je ne parle pas forcément de moi là, en tant que Base Athletics, je vous parle en tant que pote, je vous donne des conseils. Si vous voulez vous faire sponsoriser par une marque, vous devez avoir quelque chose à apporter à cette marque. Que ce soit en termes de visibilité, en termes de communauté et en termes de vente. Si vous voulez prétendre à un jour avoir un salaire ou des commissions avec une marque, bon les commissions c'est directement sur vos ventes, mais si vous voulez prétendre avoir une rémunération avec une marque ou tout simplement vous faire sponsoriser en échange de produits, vous devez apporter de l'argent à cette marque. Parce que sinon, la marque, c'est du don, elle va vous donner des trucs plutôt que vous les achetiez. Donc il faut vraiment que vous puissiez lui apporter quelque chose en termes de contenu, de communauté, d'image, de résultats en termes de sport, en termes de performance. C'est crucial. Et donc ce que je disais avant, c'est que je jette une bouteille à la mer par rapport à toute cette petite parenthèse par rapport à Base Athletics. Si tu me suis depuis un moment, si tu suis mon podcast, que là ce que je t'ai dit ça te parle en termes de difficultés et que tu es graphiste, designer, que tu connais quelqu'un qui est bon dans la mode, dans les vêtements, dans le e-commerce, en termes de site web, d'optimisation, tout ça, si tu penses que tu peux m'aider, que tu peux nous aider à être la future grosse marque de la performance, quelles que soient tes compétences, mais il faut qu'elles soient réelles et prouvées, alors tu peux nous envoyer un mail directement à baseathletics.contact@gmail.com. Et tu trouveras aussi un autre mail dans la description. Donc n'hésite pas, voilà, petite bouteille à la mer pour pourquoi pas agrandir l'équipe de salariés / freelance. Si ce podcast il peut servir à ça, à faire de bonnes connexions, pourquoi pas. Donc voilà pour cette parenthèse, les news de Base Athletics, une grosse gamme basse performance qui arrive cet été avec plein de nouveautés, gros restock des trifonctions, des sacs, la collection femmes enfin qui sera présente et bien évidemment toutes les difficultés qui vont avec, améliorer les marges, trouver les bons stocks, les bonnes couleurs et faire face à la concurrence en créant un univers, en créant une communauté et en continuant de transmettre le message cœur de la marque qui est Made for Performance et que je m'obsède chaque jour à véhiculer à travers ce podcast, ma chaîne YouTube, Instagram et les différents athlètes qu'on a. Donc voilà par rapport à ça, on va arriver à la fin gentiment de ce podcast. J'ai encore des questions à répondre, mais je vous ai dit que j'allais vous donner les 2 nouvelles activités que j'ai mis en place dans ma routine. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça va être très rapide. La première, c'est les puzzles. Je fais du puzzle avec ma copine, pas quotidiennement, mais souvent avant de dormir ou quoi. On a acheté des puzzles. Ça fait du bien au moral, au mental. Ça permet de ne pas être devant un écran. On passe un moment ensemble, tu discutes, c'est chill, on a un petit thé avant de dormir, t'as le puzzle. Et franchement, c'est cool, c'est même addictif. T'as envie toujours de trouver une autre pièce, t'as pas envie d'aller dormir. Mais franchement, avant de dormir, je trouve que c'est super cool. Ça permet de faire le calme, ça déstresse, ça fait du bien. Ça évite d'être devant un écran, d'avoir cette lumière bleue qui va libérer de la cortisol et qui va t'empêcher de t'endormir. Donc plutôt que d'être devant le téléphone, devant l'ordinateur ou devant la télé, fais un puzzle avant de dormir, ça va t'aider. Et en plus, si tu es en couple, je t'assure que c'est un bon moment. Parfois, on se met une petite musique calme, parfois, on se met un petit podcast en fond. Donc franchement, super cool. Et la deuxième activité également en termes d'apprentissage, continuer à sortir de la zone de confort, d'apprendre des choses, c'est les échecs. Voilà, je joue sur l'application chess.com et on a acheté là un plateau d'échecs pour que je puisse apprendre à ma copine aussi. Et les échecs, je trouve que c'est trop stylé. J'ai envie de savoir bien jouer aux échecs, mais qu'est-ce que je suis nul. À un moment, il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a 3-4 ans quand j'étais encore en kiné, enfin même plus maintenant, ça va, j'étais nul, mais pas trop nul. Là, j'ai repris, je suis tellement nul, putain, c'est catastrophique. Et c'est bon d'être débutant dans un truc, de redécouvrir un univers, de réapprendre, parce que c'est bien pour le cerveau, c'est bien pour tellement de choses, pour rester concentré, pour rester patient, pour la malléabilité et la neuroplasticité, cette fameuse. Donc continuez d'être débutant dans des choses de la vie, continuez d'apprendre, soyez curieux, ne cessez jamais d'apprendre, c'est comme ça que vous deviendrez meilleur, parce qu'on veut devenir meilleur dans le sport, on veut devenir meilleur physiquement, en endurance, mais aussi, on veut aussi devenir meilleur sur les autres aspects de la vie, les relations avec nous-mêmes, les relations avec les autres, avec notre conjoint, conjointe,
avoir plus de patience, avoir plus de mémoire, avoir plus de réflexion, savoir faire des puzzles, savoir jouer aux échecs. Donc bref, voilà, j'ai repris les échecs. Il y a des grosses frustrations parce que je suis nul. Putain, je suis tellement nul, c'est catastrophique. Je suis en train d'apprendre là les petites ouvertures, l'ouverture italienne, écossaise. Et à chaque fois, je fais des erreurs d'inattention et... Oh là là, mon Elo là, il fait que de baisser. Je ne vous ne dirai pas mon Elo au jour d'aujourd'hui de ce podcast parce qu'il est catastrophique. Pour vous dire, je pense que je suis meilleur à la natation qu'aux échecs. Pour vous dire à quel point je suis nul. Mais vous savez que je suis persévérant et discipliné. Donc voilà, de nouvelles activités qui nous permettent de ne pas être devant les écrans et de déstresser. Échecs et puzzles, super cool. Et on va passer à 3-4 de vos questions pour terminer ce podcast. Petite gorgée d'électrolyte avant de passer à la première question. Donc, Axel.ser, est-ce qu'il faut diminuer l'intensité des séances jambes sur une prépa marathon ou semi-marathon? Donc oui, clairement, ça va dépendre. Si ton objectif c'est de performer au maximum sur un marathon ou une course, l'intensité des séances jambes, ça va être secondaire. Ça ne sera pas ta priorité puisque ce n'est pas ton objectif. La seule raison pour laquelle tu dois garder une grosse intensité sur les séances jambes, c'est si tu veux faire, par exemple, X kilos au squat et en même temps faire un temps au marathon. Mais si ton objectif, c'est de faire une vraie prépa marathon et performer sur ton marathon, alors oui, il faudra diminuer l'intensité des séances jambes. Comme ça, tu n'as pas de problème d'interférence, tu n'as pas trop de grosses courbatures qui vont être néfastes sur tes séances de course à pied et surtout, tu auras un maximum d'énergie à mettre sur tes séances de course à pied et notamment tes séances fractionnées. Parce qu'une prépa marathon, c'est dur, c'est long, ça demande beaucoup d'énergie et tu n'as pas envie de perdre cette énergie sur d'autres activités qui ne sont pas ton focus, à savoir la musculation et les séances jambes. Il faut garder les séances jambes et il faut garder du renforcement musculaire pour être plus performant et pour éviter toute blessure. Donc tout ce qui va être tendon d'Achille, tendon rotulien, les stabilisateurs de la hanche, syndrome de l'essuie-glace, tout ça. Donc continue le renforcement, squat, presse, hack squat, squat bulgare, du goblet squat, des fentes, tout ça tu peux le faire, mais va pas à l'échec tout le temps et ne mets pas trop d'intensité parce qu'il ne faut pas que ça soit délétère, il ne faut pas que ça soit néfaste avec des interférences sur tes séances de course à pied. Donc voilà. Jordan-Sidera qui me demande est-ce qu'à terme j'ai l'objectif Elite 15 en Hyrox. Donc l'Elite 15, Elite 15, c'est les 15 meilleurs athlètes en Hyrox au monde. Donc clairement, j'ai pas l'objectif d'être Elite 15. Déjà, de une, j'ai pas envie. Et de deux, au lieu de ne pas avoir envie, même si j'avais envie, je ne pourrais pas. Ça serait extrêmement arrogant de ma part de dire oui, je veux faire Elite 15. J'ai pas le niveau en termes de course à pied. J'ai pas le niveau cardio. J'ai pas non plus le gabarit. Et j'ai pas l'expérience pour prétendre à faire Elite 15 parce que là, il y a des mecs qui sont anciens élites en triathlon. Il y a des mecs qui ont des champions du monde dans des Spartan Race. Il y a enfin bref, c'est des machines de guerre. Et en fait, à aucun moment, j'ai pour prétention ou même pour ambition de prétendre à être un jour Elite 15 parce que ça demanderait trop de sacrifices. Et au-delà de ça, c'est pas ce que je veux. J'ai pas envie de dédier ma vie à ce sport parce que j'ai tellement d'autres choses à découvrir telles que les ultramarathons, telles que l'entreprise avec basse performance. J'ai trop de choses à faire pour faire le nécessaire que demande une préparation et un lifestyle de Elite 15. Et comme je dis, de toute façon, j'ai clairement pas le niveau et je pense que j'ai clairement pas les aptitudes à venir détrôner tous les 50 autres meilleurs athlètes qui sont déjà dans le Hyrox. Je cours pas assez vite, je suis trop lourd, j'ai pas assez de cardio, j'ai pas assez de conditions physiques non plus. Donc clairement, c'est pas un objectif. Et même si c'est un objectif, je pense pas que j'en serais capable avant de nombreuses années. Quentin Prott, quels exercices de renforcement préconises-tu pour éviter les blessures en course à pied? Donc comme j'ai dit avant, le renforcement musculaire, c'est très important pour performer en course à pied et pour éviter les blessures. Les plus importants, ça va être, comme j'ai dit, le tendon d'Achille que tu vas renforcer avec des extensions mollets notamment. Le tendon rotulien, donc c'est le tendon que tu as au niveau de la rotule, qui est le tendon du quadriceps, que tu vas renforcer avec du goblet squat, du squat bulgare, du squat, donc tous les mouvements d'extension de genoux.
Ouais, voilà, leg extension, squat bulgare, j'ai tout dit. Ensuite, tu vas avoir les stabilisateurs de la hanche, à savoir le moyen fessier. Tu peux également te pencher sur le piriforme. Donc là, ça va être tous les mouvements de rotation de hanche et d'abduction de hanche. Et c'est pour ça que c'est important de faire du squat bulgare. Donc tous les exercices sur une jambe en unipodal, parce qu'ils permettent de bosser le moyen fessier, puisqu'il va être là pour stabiliser le mouvement de ta jambe vers l'extérieur. Parce que quand tu es sur une jambe, quand tu fais du squat bulgare par exemple, il faut stabiliser le genou, il faut stabiliser la hanche. Et ça, c'est le moyen fessier qui va rentrer en jeu. Et le moyen fessier est très intéressant à renforcer dans une prépa course à pied. Et ensuite, à ne pas oublier, il y a le tibial antérieur qui est du coup devant ton tibia, que tu vas travailler en faisant des extensions de cheville. Donc c'est l'inverse des extensions mollets, des extensions, donc des tibial raises. Et ce tibial antérieur, il est a priori très important pour les prépas course à pied et pour éviter les éventuels périostites. Voilà. Ludo AG, quand devrait sortir la nouvelle collection Base Athletics? Donc comme je vous l'ai dit, toutes les nouvelles collections, elles vont sortir normalement fin avril, courant mai, fin mai, avec la gamme femmes et ensuite la gamme performance pour hommes avec tous les nouveaux produits. Mais en attendant, là, on a fait des gros restocks sur les casquettes, les trifonctions, les sacs tactiques, les t-shirts Elite et toute la gamme running. Donc, il y a déjà de quoi faire sur notre site. Mais je suis content qu'il y ait une grosse hype là sur les nouveaux produits parce que ça montre qu'il y a un intérêt et votre enthousiasme fait extrêmement plaisir. Et franchement, ça motive de ouf. Alors, Jonas Le Galaise, penses-tu que la masse musculaire à un certain niveau est un frein pour l'Aerox? Donc oui, clairement, si vous voulez performer à très haut niveau pour l'Aerox, avoir une certaine masse musculaire, ça sera délétère et ça sera négatif, enfin ça sera contre-productif parce que vous ne serez pas assez rapide. Là où vous allez vraiment performer sur du Aerox, c'est sur la course à pied, c'est là que vous allez gratter le max de temps. Et donc pour être performant au maximum sur la course à pied en termes de vitesse, il ne faut pas avoir trop de masse musculaire parce que vous aurez juste de la charge inutile à soulever. Donc vous serez plus fatigué et vous aurez plus de mal à bouger vite, tout simplement. Donc le meilleur gabarit, c'est pas d'avoir trop de masse musculaire, c'est d'avoir suffisamment de masse musculaire pour bien gérer les stations et pour derrière courir au plus vite possible. Évidemment, il faut avoir un minimum de masse musculaire pour pouvoir bouger le sled, pouvoir être explosif sur le ski air, le rowing, mais il ne faut pas avoir trop de masse musculaire, notamment sur les bras, les pecs, le dos, parce que ça sera de la masse à porter en trop qui est inutile pour une discipline telle que l'Aerox ou la course à pied. Et du coup, dernière, c'est pas vraiment une question, mais Théo 404 qui nous dit tout simplement, pas vraiment une question, mais grâce à toi, je me suis remis au sport. Alors merci pour tout. Et juste pour clôturer sur une note positive ce podcast, merci à tous pour vos messages tels que ceux-là, tous les messages d'encouragement, tous ceux qui me remercient, tous ceux que j'ai pu remotiver à tester le sport, la course à pied, la musculation, vos premiers Aerox, vos premières courses marathon et Ironman. Franchement, depuis toutes ces années, je ne réalise pas parfois l'impact que je peux avoir sur les gens. J'ai beaucoup de remises en question, surtout en ce moment. Peut-être que je vous en parlerai plus en détail, mais au niveau de tout ce qui est algorithme, impression sur Instagram, c'est compliqué. Donc, je fais une petite pause en termes de contenu parce que j'ai l'impression que je poste littéralement dans le vide et que je travaille beaucoup pour rien. Et comme je vous le disais, ce qu'il faut, c'est travailler intelligemment et pas forcément dur. Et plutôt que de travailler dur comme ces dernières semaines, j'ai décidé là de travailler plus intelligemment. Donc vraiment, tous ceux qui m'envoient des messages, des mails sur Instagram, des commentaires sur YouTube, ça fait trop plaisir. Franchement, votre soutien sans faille depuis 2015, depuis 2017 sur YouTube, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'entreprendre tout ce que je fais avec la marque de vêtements, avec tous les programmes, avec tous les objectifs sportifs que je me fixe. C'est aussi en partie grâce à vous. Ça m'anime, moi, directement en tant que personne. Mais si vous êtes là derrière la caméra, c'est aussi pour ça que je peux filmer tout ça, que je peux documenter tout ça et voir que ça peut vous motiver, vous inspirer ou simplement vous faire passer du bon temps. C'est une chance incroyable. Je le sais, je le réalise chaque jour. Et c'est pour ça que je redouble d'efforts chaque jour pour vous le rendre encore mieux, que ce soit en termes de motivation, en termes de qualité avec la marque de vêtements ou en termes de contenu à travers Instagram, YouTube ou encore ce podcast. Donc merci pour tous ceux qui me soutiennent à travers tout ce que je peux produire et franchement ça fait trop plaisir.
Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Merci pour votre temps et votre confiance. Donc petit récap. Première fois de ma vie à Marseille. C'était une ville que je trouve pas forcément belle. Franchement, j'y retournerai pas. J'ai pas trop kiffé le mood, honnêtement. Mais j'ai pu découvrir pour la première fois le format d'ultramarathon, même si j'ai pas participé. Donc c'est sûr qu'il y en aura un sous format backyard un jour sur cette chaîne YouTube. Si vous voulez performer sur le Hyrox, faites des séances fractionnées et des séances au seuil, très important. Si vous voulez vous lancer dans une marque de vêtements, faites plus de taille M et faites attention à tout ce qui est marge. Choisissez les bons stocks, choisissez les bonnes tailles, les bonnes couleurs. C'est très compliqué, c'est un marché très concurrentiel et si vous voulez lancer dedans pour gagner de l'argent, c'est certainement pas le bon business à faire. Et faites des échecs, des puzzles ou toute autre activité qui vous éloigne des écrans et qui vous permet de remettre en question votre apprentissage et qui vous remet dans une position de débutant, quelle que soit l'activité. Et voilà, tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Encore une fois, merci pour votre soutien, pour votre confiance et pour votre temps. Prenez soin de vous, le taf est fait et made for performance.